Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette nouvelle interview de Portrait au paysage Fred Marie, photojournaliste, qui va nous parler de son métier de photojournaliste, de son expérience, de son parcours et éventuellement, si le temps nous le permet, et si nous ne bavardons pas trop, aussi de son parcours de formateur et entrepreneur d'une manière générale. Bonjour Fred, bienvenue chez Portrait et Paysage. Salut et merci pour ton invitation. C'est avec grand plaisir. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en 3 mots? 3 mots? Ouais, littéralement 3 mots? Ah, super. En 3 mots, je dirais curieux, passionné et aussi photojournaliste. Voilà. Bien. C'est nul, hein. Bah, c'est bien, c'est ce qui te vient. J'aime bien compliquer les choses et poser des questions comme ça auxquelles on doit répondre à chaud parce que on n'est jamais très loin de la vérité en fait. Et à part la photo, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? À part la photo, j'aime faire ce qui me plaît, donc c'est voyager, c'est rencontrer d'autres gens, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est aussi m'investir dans mon métier de photojournaliste qui est de raconter des histoires, aller trouver des informations, pouvoir les diffuser au plus grand nombre. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris en dernier la dernière chose dont tu te souviens que tu as apprise? Là, récemment, tu t'es dit, waouh, je savais pas, tu vois. Même si c'est juste les sushis, ça pousse pas sur les arbres. Enfin, voilà, un truc comme ça. Si tu me l'apprends, les sushis ne poussent pas sur les arbres, c'est intéressant. Non, là, par exemple, le dernier truc que j'ai appris, là, je suis à Paris au moment où on fait cette interview. Sérieux? Ouais, comme on voit derrière, tu vois, qui ne sont pas mes images, c'est une certaine Mélina Perdriel qui les a faites. Le dernier truc que j'ai appris, c'est là en ce moment, je suis en train de bosser sur tout ce qui est l'univers de l'art, de la photo d'art. Et du coup, quand je connais pas quelque chose, quand je connais pas un secteur, un domaine d'une activité de la photographie ou d'ailleurs, je vais voir des experts, des gens qui ont des compétences, une expertise là-dedans. Et je leur pose des questions, j'en fais des podcasts, des articles de blog, des choses comme ça. Et donc là, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps avec un photographe qui s'appelle José Nicolas, qui a monté une galerie d'art à Paris. Et il m'a appris beaucoup de choses sur comment fonctionne une cote d'artiste, comment fonctionne la vente de tirages numérotés. Donc voilà, tu vois, c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure, dans le but d'améliorer le contenu que je propose aussi en formation derrière, d'accompagnement. Mais pour moi déjà, pour apprendre des choses, c'est le truc le plus important. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de quel est ton métier concrètement? Tu es photojournaliste. Qu'est-ce que c'est photojournaliste? Tu es formateur, tu l'as dit. Là, tu parles d'art. Qui es-tu, Fred Marie, professionnellement parlant? Moi, je me définis comme donc photojournaliste. Donc photojournée, ça veut dire journaliste et photographe. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise la photographie comme moyen d'informer, de faire mon travail de journaliste. À la base, j'ai une formation d'histoire géo et après j'ai enchaîné avec un master de journalisme à l'IEP de Toulouse. Et dans ce master, j'ai appris toutes les bases, tous les codes du journalisme, tout l'univers de la presse, ce qui m'a amené ensuite à faire du reportage pour les magazines. Et sur le chemin, j'ai appris la photographie. Et la photographie était un moyen de faire du journalisme. C'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément, c'est que quand on devient photojournaliste, la photographie est presque accessoire. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut faire de bonnes photos, des bonnes images au niveau technique, au niveau composition, cadrage, post-traitement, etc. Mais ce qui compte le plus avec nos photos, c'est l'information qu'on apporte à l'intérieur. Donc du coup, ça te demande un travail autre que savoir gérer un mode manuel, utiliser Lightroom, etc. Ça va être plus comment on fait pour trouver un angle de reportage, comment on raconte une histoire, comment on va chercher une information, comment on a accès à certaines personnes qui ne sont pas faciles d'accès.
ou des lieux pas faciles d'accès, et comment on met tout ça dans un cadre d'image, un cadre d'une photo, pour que les gens qui la voient dans un journal n'aient pas besoin de lire la légende pour se dire « Ah ok, là je comprends de quoi ça parle et ça va me parler ». Tu vois. Et comment on fait le compromis entre... En fait, tu as dit quelque chose qui m'interpelle en tout cas. Tu dis, quand on est photojournaliste, on est d'abord journaliste. Et juste après, tu dis, il faut que l'image soit tellement bien faite qu'elle se prive des mots. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc le poids de l'image, c'est quand même l'essentiel. Il faut savoir faire une image qui raconte une histoire en elle-même. Donc tu es d'abord photographe. Oui. Et non, parce qu'en fait, c'est la base de faire une bonne photo. Comme un rédacteur, un journaliste rédacteur, quelqu'un qui écrit, il est obligé de savoir écrire, de faire une phrase avec un sujet, un verbe, d'apporter du rythme dans son écriture, de pas faire de fautes d'orthographe, de pas faire de fautes de grammaire. Comme un photographe doit fournir une photo nette, bien exposée, même si on peut éventuellement avoir une démarche plus artistique, une écriture un peu plus, pourquoi pas plasticienne, des choses comme ça. Mais ce qui compte le plus, c'est l'information que tu apportes dans l'image. Tu peux faire une photo très bien composée avec une magnifique lumière, un coucher de soleil, tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas d'information, si ton histoire, elle raconte pas quelque chose d'informatif qui va une carte parler, postale. Voilà, c'est une carte postale. Ou c'est un très beau portrait, ou c'est très bien, mais c'est pas une photo de presse. Une photo de presse, elle va informer. On peut se permettre d'être un peu plus light au niveau technique, même si en fonction des médias pour qui on travaille, si tu travailles pour un magazine comme Paris Match, comme l'Équipe Magazine, comme le Figaro, comme le Pèlerin, etc., tu vas quand même avoir des critères de qualité très élevés en termes de technique photographique, en termes d'écriture photographique. Mais derrière, ce qui prime, c'est l'information, c'est l'événement, c'est la personnalité de ton portrait. Voilà, c'est pas la même logique en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, ok. C'est super intéressant, tous ces... On est tous photographes finalement et... à la base, on est tous photographes et finalement, on fait des choses de manière tellement différente. C'est passionnant. Et donc, tu es photojournaliste, tu travailles principalement avec la presse, magazine. C'est quoi tes spécialités et comment tu les as choisies ? Est-ce que tu peux nous montrer d'ailleurs, tu peux partager l'écran, est-ce que tu peux nous montrer quelques images de ton travail, de ta spécialité, tes spécialités ? Je sais qu'il y en a deux. Il y en a deux. Mes deux grandes thématiques de travail, en gros, c'est tout ce qui touche à l'univers du militaire, tout ce qui est armée, les forces armées en France et à l'étranger. Est-ce que tu es photographe de guerre ? Non, je ne suis pas photographe de guerre dans le sens où un photographe de guerre est un photographe qui va suivre des conflits régulièrement et qui va suivre tous les belligérants des conflits en fait. Donc du coup, je me vois pas comme Patrick. Je fais pas le travail de Patrick Chauvel, de Véronique de Viguerie, de gens comme ça qui vont régulièrement sur des conflits, des théâtres de guerre. Moi, ce que je fais, c'est que principalement, je suis l'armée française ou je suis d'autres corps d'armée. Pour le moment, après c'est quelque chose qui va évoluer, mais pour le moment c'est ce que je fais, donc à l'heure actuelle je me définis pas comme photographe de guerre. Moi ce qui m'intéresse dans cette thématique-là, c'est de parler des gens qui sont derrière l'uniforme, qui sont derrière l'armement, et qui vont, donc là je te montre quelques sujets, par exemple ici à Djibouti, ou ici à Tahiti, sur des jeunes qui sont engagés dans un service militaire adapté, ou un jeune que j'ai suivi pendant 1 an sur ses classes militaires, donc la formation du soldat. Je m'intéresse à la personne qui a derrière l'uniforme pour essayer de comprendre pourquoi ils font ça, comment ils le font, qu'est-ce que ça implique pour eux, pour leur famille. Donc tu vois ici en Guyane par exemple, ce que ça implique aussi dans leur mission, que ce soit pour partir en zone de guerre, mais aussi pourquoi pas pour aider. Tu peux nous détailler, tu peux nous montrer un de ces reportages pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe en reportage comme ça, dans le milieu militaire, mais sans que ça soit
J'ai l'impression que tout le monde a une idée de ce qu'est de ce que sont les images d'un reporter de guerre. Et là, ce que tu dis, Là, qu'il est beau, lui. il est magnifique. Donc lui, il s'appelle Grégoire Emmanuel. C'est un jeune qui s'est engagé donc à 18 ans dans l'armée, à 18 ou 19 ans. Et je l'ai suivi pendant 1 an sur toute sa préparation militaire. Donc on le voit arriver au régiment, percevoir son treillis, se couper les cheveux, enfiler la tenue militaire, faire toutes les démarches administratives, les épreuves sportives. Là, on est plus aussi, je suis à la frontière de la photographie documentaire où je vais documenter. Dire, en fait, c'est plus du documentaire. C'est en fait la frontière entre le documentaire et le photojournalisme est très poreuse. C'est-à-dire que le photojournalisme, on apporte une information et la photo peut suffire à elle-même. La photographie documentaire, c'est une écriture qui peut être plus sur le long terme avec un peu plus de liberté sur. On va peut-être apporter un peu plus aussi son opinion, pas son opinion, mais son un peu de soi en fait dans ces images. On va être beaucoup plus subjectif. On va pouvoir être subjectif en fait. Mais dans la photographie documentaire, tu peux faire des photographies qui vont être utilisées pour la presse. Et le photojournaliste, par définition, travaille pour la presse. Donc tu vois, une photo comme celle-ci par exemple, où les mecs enfilent des tenues de risque NRBC, donc si jamais il y a un problème nucléaire, radiobiologique, bactériologique, etc. C'est une photo qui peut être utilisée comme ça pour illustrer la préparation des militaires à ce système-là, ou l'équipement qui va être utilisé, par exemple, tu vois. Elle peut être utilisée hors contexte aussi pour dire autre chose, des photos comme ça. Oui, mais après, si tu veux, à la fin, c'est un média, c'est un journal, c'est un magazine qui prend la responsabilité de publier des images, donc ils peuvent pas non plus faire dire n'importe quoi aux photos. On pourrait comment dire tu arrives à avoir, pardon, je regarde tes photos, je réagis à chaque photo, mais comment tu arrives à avoir des lumières aussi belles comme ça à chaque fois? Ça, je sais. Enfin, si tu veux, là, en fait, je réfléchis pas à ma lumière ou je réfléchis pas. Je réfléchis à mon cadrage, mais c'est quelque chose que je fais de façon, tu sais, un peu automatique. C'est-à-dire que je réfléchis pas, c'est pas un choix conscient. Je vais repérer des lumières, je vais repérer des choses comme ça, mais je m'adapte. Tu vois, dans un sujet comme ça, je fais tout pour être inexistant par rapport à eux. Je suis avec eux pendant des mois, mais je fais tout pour qu'ils me remarquent pas et qu'ils m'oublient, que je puisse faire un peu ce que je veux. Et que j'arrive justement à avoir des attitudes naturelles. Donc je réfléchis pas forcément je fais pas poser les gens, je leur dis pas de se positionner à tel endroit parce que la lumière est meilleure ou quoi, c'est moi qui tourne, c'est moi qui bouge. Je peux les driver de temps en temps pour leur dire, tu vois, sur cette photo, quand Grégoire Emmanuel va rejoindre sa copine, je lui dis, le jour où tu vas la voir à Toulouse, appelle-moi et que je puisse venir faire quelques photos de vous. Et ils font leur truc, ils font leur balade en amoureux, puis moi je fais des images. Je les fais pas poser comme une séance de couple, comme toi tu pourrais le faire, ou comme d'autres photographes pourraient le faire. Je reste séparé de l'action. Ce qui est important, parce que du coup, tu peux montrer des choses parfois plus naturelles, et tu n'influes pas, tu vois, sur l'action en elle-même. Ok. Et est-ce que tu peux nous montrer aussi des images de ton autre spécialité Ouais. Alors après, je fais beaucoup de reportages, je fais beaucoup de choses. Hein. Tu vois, j'ai fait aussi beaucoup de manifestations. J'ai couvert les événements à Hong Kong, l'arrivée du coronavirus à Hong Kong, donc en Chine. J'ai fait un reportage dernièrement sur le mur de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, en suivant des gens de part et d'autre du mur. Parce que c'est ça aussi l'important. Tu vois, par exemple ici, il y a un reportage sur les border patrols, donc c'est les mecs la police aux frontières, les mecs qui renvoient les migrants de l'autre côté du mur, une fois qu'ils arrivent à les choper. Mais j'ai aussi fait un portrait d'un artiste peintre qui peint le mur côté Tijuana et qui essaie de véhiculer un message de paix, d'amour et d'envie d'exploser ce mur. Et c'est ça aussi la mission du journaliste, c'est d'aller des deux côtés du mur. Tu vois, tu peux pas te permettre d'aller que d'un côté, d'avoir un affect trop important. Tu as le droit d'avoir des sentiments, des principes, etc. Mais quand tu fais ton travail, tu es obligé d'aller toujours voir la personne avec qui tu n'es pas d'accord ou avec qui les gens ne sont pas d'accord. Et c'est ça la différence peut-être entre la photographie documentaire aussi et la photographie de news, la photographie de presse. La photographie documentaire, tu choisis un angle et tu peux t'y tenir et tu peux choisir d'occulter certaines parties de l'histoire, tu vois. Parce que ça vient confirmer ton propos, ça vient apporter un sens à ce que tu veux raconter, à ton histoire. Mais quand tu fais du photojournalisme, il faut penser tout le temps à ça, à se dire
cette personne, j'ai un affect particulier pour sa cause ou pour elle, mais je peux pas en rester là. Il faut que je raconte aussi ce qu'on en pense de l'autre côté. Tu vois. Et le mur, pour le coup, c'était une très bonne illustration de ça, parce que c'est un mur, quoi. Tu as des gens qui sont d'un côté et de l'autre. Après, tu vois, j'ai fait des photos dernièrement d'un reportage sur une thématique écologique, des choses que je fais pas régulièrement, mais que j'aime bien de temps en temps et en fonction des opportunités. Et sinon, l'autre spécialité que j'ai, c'est c'est les sports extrêmes. Donc, c'est des gens qui font des choses de ce genre-là, qui se jettent dans le vide, qui marchent sur des câbles, sur des sangles, et qui se jettent dans le vide avec des parachutes. Donc, je vais te montrer quelques images d'un reportage qui avait été diffusé en Paris Match et dans le National Geographic sur la version web. C'était l'installation c'était le record du monde de highline, donc de funambulisme sur sangle. Donc c'est une équipe de Français qui ont installé une sangle, comme une sangle de déménagement, tu vois, un truc qui est à peine plus épaisse large que le pouce. Et ils l'installent sur une falaise, enfin sur 2 falaises, à 1662 mètres d'écart. Donc tu vois, bon, ça c'est tout le reportage, donc les gens sont suivis par des capteurs pour mesurer leur fréquence cardiaque, etc. Et du coup, quand tu te spécialises comme ça, au fur et à mesure du temps, de l'expérience, des reportages que tu fais, tu apprends aussi les finesses de l'activité. Bien sûr. Tu deviens spécialiste en fait. Quand tu es dans une thématique comme ça, tu es capable de dire, tu vois, de comprendre un schéma comme ça avec la flèche, c'est-à-dire des trucs très techniques, quoi, de la tension, les ancrages, la résistance. J'ai testé toujours, j'ai expérimenté des petits trucs, tu vois, au sol, pas à ce niveau-là. Je me suis retrouvé en rappel, accroché à des cordes, etc. pour faire des photos, ou parfois pour le plaisir, même si c'est pas forcément le plaisir que je recherche là-dedans, parce que c'est un truc qui me terrifie, qui me fait peur. Je suis pas à l'aise quand je suis sur des falaises accrochées dans le vide, c'est pas un truc que je vais rechercher naturellement. Mais parfois, pour faire les photos, t'as pas le choix. Il faut être à leur niveau, au-dessus, en dessous. Donc tu apprends à dépasser aussi tes peurs pour faire ce genre d'image. Bon, là, après, c'est un reportage assez relax. Il n'y a pas forcément besoin d'être tout le temps accroché. Tu vois, c'est un grand cirque. C'est dans le sud-est de la France. Pas le sud-est, dans le sud. Un petit peu de gendarmerie dans ce paysage pour lier les deux activités. Exactement. Après, c'est un milieu c'est assez transversal. C'est-à-dire que les gens que je suis qui font des activités extrêmes, souvent ils viennent de l'armée. C'est-à-dire que tu as des chasseurs alpins, donc les spécialistes de la montagne qui font du ski. Tu as les base jumpers, les mecs qui sautent en parachute depuis des falaises, qui sont parfois d'anciens soldats parachutistes, donc de l'armée. Donc tu as toujours des passerelles entre ces deux univers. Après, les sports extrêmes, ça reste quand même aux antipodes de l'armée, parce que c'est beaucoup de gens, des grimpeurs, des gens qui vivent dans leur camion. C'est pas forcément la logique militaire. Les cheveux sont un peu plus longs, on va dire. Et justement, comment en toi ces choses, enfin ces sujets sont liés? Enfin, je veux dire, tu te retrouves être le lien entre ces deux univers. Il y a 2 choses. Le premier, c'est que avec le temps, en creusant sur tout ce qui est personal branding pour essayer d'expliquer ce que je fais, faire du marketing autour de ça, c'est que le dénominateur commun que j'ai trouvé entre ces deux univers, c'est la thématique de l'aventure. Un soldat qui va partir en opération extérieure dans un autre pays qu'il ne connaît pas pour peu importe ses activités, c'est une aventure. Il va utiliser le matériel, parfois du matériel de montagne, des sacs à dos, des chaussures, des machins, pour pouvoir faire sa mission, pour marcher pendant des heures dans le désert, etc. Au même titre qu'un explorateur ou qu'un sportif qui voudrait faire une traversée de désert. Donc au final, il y a des passerelles comme ça, ne serait-ce que l'équipement, sur la façon de faire, mais aussi sur la philosophie qu'il y a derrière, l'envie de dépassement, l'envie de prendre des risques, d'être capable de les maîtriser, de la préparation physique, la préparation mentale. Donc il y a énormément de passerelles. Ensuite, le fait que ça soit radicalement différent sur d'autres aspects, sur par exemple comment ils perçoivent le monde, comment ils perçoivent leur relation avec les gens, comment ils perçoivent des choses plus grandes encore, la géopolitique, etc. Eux, c'est pas des spécialistes de la géopolitique, donc le fait d'avoir ces 2 thématiques complètement opposées, c'est bien parce que justement ça permet de voir d'autres choses en fait. Et quand tu es journaliste, ce que je disais au début, c'est que tu as la possibilité d'accès à des gens, à des situations, à des endroits extraordinaires, tu vois, comme ici.
ou comme dans un hélicoptère de combat, ou comme j'ai pu sauter d'un avion en parachute avec l'armée. Enfin, il y a plein de petites expériences comme ça qui font que tu peux vivre ce que 99% des gens ne pourront jamais vivre en fait. Et tu vois, au-delà de ton métier, au-delà de faire des photos, au-delà de vendre des photos, c'est un métier c'est un mode de vie, le photojournalisme et le J'aime bien photoreportage. quand on sent que t'aimes ça. Bah ouais. Et je vais pourtant te couper dans ces belles paroles et belles émotions, mais mine de rien, le temps avance et j'aimerais bien que tu nous expliques comment, du coup, comment tu vis de toutes ces aventures-là, parce que voilà, c'est bien beau d'aller visiter des trucs, de sauter en parachute et monter dans les hélicos, etc. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Un petit peu le côté entrepreneurial, un petit peu le côté business de cette activité-là. Est-ce qu'on t'appelle pour te faire des commandes? Est-ce que tu fais et puis tu vends? Comment tu fais? Comment tu vis? Pardon, excuse-moi. T'as deux façons de faire. Soit tu vas faire les reportages, tu les produis, donc tu avances les frais, tu payes tes déplacements, tu fais tes photos, et à la fin tu les présentes d'une certaine façon en rédaction pour qu'ils puissent les acheter, et derrière ils te payent, ils te font un virement, tu es payé en salaire quand tu travailles pour la presse, tu envoies un bulletin de paye, ils te font un virement, et du coup après tu t'y retrouves. C'est un calcul à faire sur l'année, pas au jour le jour. De quoi? Ça paraît simple, comme tu le dis. En fait, c'est très simple dans les faits. Après, c'est beaucoup plus compliqué sur le terrain parce qu'il faut développer tout ça. Il faut trouver des bonnes idées, aller les faire, avoir la trésorerie pour pouvoir les monter. Voilà, partir à l'étranger, ça coûte cher. Produire des reportages, ça coûte cher. Et derrière, il faut être sûr de pouvoir les vendre. Mais après, c'est un boulot. Tu vois, moi, j'habite à Toulouse. Je suis obligé de venir à Paris régulièrement pour aller voir les rédactions, manger des sushis avec eux, boire des verres et puis leur proposer des reportages. Et puis maintenir le contact par mail, au téléphone, etc. Donc en fait là, dans cette démarche que tu nous décris, tu es proactif dans tous les sens. Ouais. C'est toi qui décides de ton reportage, c'est toi qui gère ton reportage, excusez-moi. C'est toi qui va chercher les financements, tout ça. Ouais, tu trouves tes financements déjà au départ. Ouais. Une fois que tu as réalisé le truc, c'est là que tu vas le vendre en fait. Ouais. Tu fais quasiment du porte-à-porte. Exactement. Ça, c'est la première partie du travail. Après, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir mettre des images de ces reportages-là. Que tu les aies vendus ou pas, tu vas pouvoir les revendre ailleurs. Et tu vas pouvoir les revendre ailleurs par plein de biais différents. Tu vas pouvoir les mettre dans un serveur qui s'appelle Pixpalace. C'est un service qui permet de mettre des photos comme dans une banque d'images. Sauf que cette banque d'images elle est consultable que par les médias qui ont un accès à ça et qui vont acheter les photos à prix beaucoup plus important que à des tarifs normaux en fait, raisonnables. Mais tu peux aussi les mettre dans des banques d'images, des stocks, des micro-stocks. Moi je le fais un petit peu. Je sais qu'à chaque fois je me fais insulter quand je le dis, mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et derrière tu rentres dans une logique où tu as mis tes photos en diffusion, les gens peuvent les acheter à tout moment, tu es en train de dormir, tu es en train de faire autre chose, les gens peuvent acheter tes photos, et toi derrière ça te fait un revenu récurrent, passif, complètement aléatoire, mais tu fais vivre tes archives qui sont achetées comme ça en fonction des sujets. Ça demande un boulot de dingue sur ce qu'on appelle l'indexation, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes des mots-clés dans tes photos. Il ne faut pas juste te contenter de les ouvrir dans Lightroom et gérer tes curseurs. Il faut aussi que tu mettes des mots-clés, des légendes, des textes en français, en anglais, si tu diffuses à l'international, et des mots-clés ciblés sur des requêtes pour que des magazines qui ont envie d'illustrer un article sur les sports extrêmes ou sur l'armée ou je sais pas quoi, quand ils tapent le mot-clé, ils tombent sur ta photo, ils la téléchargent et après ils te payent. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc en fait, cette première partie, j'essaie de synthétiser une autre fois. Toi, tu choisis ton sujet de reportage. Toi, tu décides quand, comment tu vas le faire. Tu le finances. Tu le fais. Une fois que tu as les photos, tu vas voir les rédactions. Ça marche pas. 2, tu choisis tes photos que tu vas mettre sur Pixpalace ou d'autres supports, mais en tout cas, tu peux faire. Tu es encore une fois proactif en fait pour donner encore une autre possibilité de ces photos de vivre. Carrément. Et puis après, le simple fait de les mettre sur Instagram, sur Facebook, en faire une vidéo sur YouTube avec un diaporama sonore par exemple, c'est une façon de toucher des clients potentiels qui peuvent les acheter.
Tu vois. Moi, ça m'arrivait de D'accord. vendre Et des tu photos grâce à communiques ça. en plus, mais ça, tu communiques autour de ton boulot. Donc, éventuellement, ta manière de communiquer peut faire que… Bien sûr, ça déclenche des ventes. Je mets pas des photos sur Instagram pour le kiff d'avoir des likes. Enfin, je m'en fous d'avoir des likes ou d'avoir des abonnés. C'est pas le but. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre des photos. Donc du coup, j'ai besoin de communiquer, de les mettre en diffusion et de dire aux gens, regarde, ces photos, elles existent, elles sont là, elles sont référencées. Tu vois, le simple fait d'avoir un blog et de s'intéresser au référencement naturel, au SEO, ça permet derrière de remonter dans des mots-clés tapés par un iconographe potentiel ou une boîte de com qui a besoin d'illustrer quelque chose. Et ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui disent, on vous a trouvé sur votre blog, on a vu ces photos, on aimerait les acheter. Donc derrière, ça te fait des revenus. Est-ce que c'est comme ça qu'arrive la deuxième la deuxième possibilité en fait? Dans la deuxième possibilité dans la presse, c'est la commande. Ouais, c'est la commande. En gros, là, c'est ce qui se passait il y a quelques années qui est en train de disparaître comme fonctionnement. Ça existe encore. Il y a encore des gens qui arrivent à le faire. Il y a des gens qui vivent que de ça d'ailleurs, très peu, mais ça existe encore. C'est quand le magazine ou le journal a besoin d'une photo en particulier et il va la commander à un photographe. Il va appeler le photographe, il va l'envoyer un mail pour dire est-ce que la semaine prochaine tu es dispo pour aller faire une photo de tel mec, ou telle nana ou de tel événement. Tu es payé à la journée, en salaire toujours, mais ça va être des tarifs moins élevés que s'ils avaient racheté un reportage ou des photos. Ça va être un truc comme, en général, c'est une fourchette qui va entre 100, 150 euros la journée jusqu'à parfois 500 euros pour les magazines les plus généreux, quoi, ou qui ont le plus de budget. Mais par exemple, une agence de presse comme l'AFP, l'agence France Presse qui fait bosser pas mal de gens en commande, une journée de commande, je crois que c'est autour de 200 euros maximum. Donc tu vois, c'est pas énorme comme tarif. Une journée? Ouais. C'est des tarifs, tu vois, pour quelqu'un voilà, comme toi qui fait du portrait ou qui fait du corporate, ça peut paraître ridicule. Et, mais non, mais c'est pas possible. Une journée entière de boulot. Ouais. Et tu livres combien de photos? Tu livres en général ce qui est exploitable, mais tu envoies un sujet de à peu près 50 images, tu vois, ça dépend des sujets. Tu vas jamais livrer plus de 50 ou 100 photos maximum sur un sujet comme ça, un reportage d'une journée. Oui, d'accord. Et ils en publient autant qu'ils veulent, pour 200 euros. Après, en général, ils en utilisent, c'est précis, tu pars pour faire par exemple une photo qui va illustrer un papier ou éventuellement un reportage complet avec tant de pages ou tant de photos. Le forfait est fixe à la journée, peu importe ce qui se passe derrière. Mais en général, s'ils réutilisent les photos pour un autre numéro, le numéro du mois d'après ou de l'année prochaine, techniquement, ils repayent les droits d'utilisation des photos. Bah, c'est la moindre des choses. Non mais attends, alors attends, je vais essayer de contenir toutes les questions qui me viennent dans la tête pour synthétiser le truc. Mais tu es envoyé pour faire un reportage sur une journée entière, donc ton temps de travail sur la prise de vue, c'est une journée, enfin 8 heures on va dire, enfin grosso modo. Tu es payé 200 euros et après tu n'es pas payé en fonction de la publication. Ça dépend en fait. Il y a des magazines qui sont sympas, qui vont te payer un peu plus parce qu'ils vont faire plus de choses avec les photos. D'autres, ils vont juste se contenter du minimum, c'est-à-dire que tu pars pour faire couvrir un événement, tu ramènes peut-être, mettons tu vas faire une manifestation, tu vois, des gilets jaunes, un truc comme ça. À la fin de la journée, tu vas rendre tes 30 meilleures photos. Ça sert à rien de balancer 50 ou 100 photos d'un événement. Tu envoies tes 30 photos ou un portrait, tu vois. Tu vas envoyer tes 5-6 meilleures photos du portrait. Ouais. Et la personne, l'iconographe va en choisir un, le meilleur, va le publier et t'es payé. Enfin, t'es payé à la journée. De toute façon, même s'il n'y a pas de publication, t'es payé. S'ils font des doubles pages et des machins et des trucs avec tes photos, ils te repayent pas plus? Si c'était pas prévu dès le départ, pas forcément. Enfin, si c'était pas prévu dès le départ, oui, ils pourront te repayer plus. Mais si c'est l'utilisation dès le départ, ils t'avaient dit bon, on en fera, on le mettra sur Internet, on va faire un post Instagram, machin. Voilà. Après, ça se négocie, c'est-à-dire qu'il y a des bases forfaitaires, mais après, un photographe qui a l'habitude de travailler avec une rédaction où il y a une relation de confiance qui s'est créée et qui est bon techniquement, etc., qui se débrouille bien, il peut demander plus parfois. Et c'est là où tu sors de la logique aussi du prestataire photographique. C'est pour ça c'est compliqué à percevoir, à comprendre pour quelqu'un qui fait du studio ou du corporate, etc. Parce que le photographe qui part en commande, ou même s'il part pas en commande, il part pour ramener une information en plus des photos. Donc parfois, ça va être ultra galère, c'est-à-dire que la personne n'est pas attendue. Quand tu vas faire le portrait d'un chef d'entreprise pour tel ou tel magazine, alors certes, tu as essayé d'abord de caler des rendez-vous, etc. pour faire le portrait, mais souvent, tu arrives, le mec n'est pas au courant, ou il n'a pas envie, ou machin, et toi, tu dois quand même faire un truc, tu vois.
Donc c'est un boulot qui est parfois très exigeant, quoi. Surtout que tu as une pression aussi avec la commande. Moi, j'en fais rarement des commandes. J'en fais très très rarement. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère être libre de mon emploi du temps et de pas avoir moi, le moins de choses que j'ai sur mon emploi du temps, ça me va en fait. Donc du coup, j'aime pas trop cette pression-là. Maintenant, j'ai des potes qui font ça à plein temps et qui sont contents parce qu'ils savent que tous les jours, ils gagnent tant. Enfin, tous les mois, ils gagnent tant. Et ils bougent un peu moins aussi peut-être. Ils gèrent un peu moins c'est des business models qui sont un peu différents. C'est deux façons de faire en fait. Ouais. Les deux sont intéressantes en fonction de ce que toi tu recherches là-dedans. Moi, ça me va bien de partir, de bloquer quelques mois dans l'année ou quelques semaines dans l'année pour partir en reportage, produire le truc et passer le reste de l'année à les vendre. Tu vois, sachant que derrière, tu peux, je sais pas si c'est une de tes prochaines questions, mais tu peux aussi élargir l'univers. Tu vas en parler d'art, c'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, le marché de l'art s'ouvre au photojournalisme, s'ouvre à ce genre de photo-reportage et ta photo que tu as produit dans le cadre d'une journée de commande à 200 €, si tu as une photo juste géniale et que tu as un collectionneur qui a envie de l'acheter, tu peux la vendre parfois à 1 000 €. Tu vois, je te montre le côté extrême du truc pour te faire comprendre la différence qu'il peut y avoir. Ou une agence de com. C'est pas si extrême que ça. Mais là j'entends parler, ça me fait. Tu parles comme. C'est pas un grand mot du tout que je vais dire, mais. Ta réflexion, c'est une réflexion d'entrepreneur. Est-ce que quand tu es devenu photojournaliste, ou quand tu as décidé, ou quand tu t'es passionné pour la photo et le journalisme et le photojournalisme, etc., tu avais cette idée qu'en fait, tu deviens entrepreneur? Comment tu es devenu? Enfin, pour moi, tu es un entrepreneur. Ouais, je suis devenu entrepreneur dans le sens où... Comment tu es devenu entrepreneur? En fait, c'est très simple. Quand j'ai fini mes études, quand j'étais pendant mes études de journalisme, j'ai commencé à travailler pour différents petits magazines, petits journaux et puis des agences de presse. Et ces photos, j'arrivais pas à les vendre parce que je n'étais pas encore assez bon techniquement, j'avais pas le réseau, j'avais pas la méthode. Donc plutôt que de voir ces photos mourir sur un disque dur, je me suis dit tiens, je vais créer un blog parce que je voyais des gens sur internet qui créaient des blogs. C'était en 2013-2014. Je vais monter un blog et je vais faire mon propre journal en fait. Tant pis, je montrerai mes trucs. Et une fois que tu as fait ton blog, tu as fait tes articles, tes photos, tu dis merde, il n'y a personne qui va les voir. Même tes parents vont pas le voir, donc tu dis bon, on va essayer de trouver une solution pour amener du trafic sur ton blog. T'avais pas des potes Non, même tes potes, ils n'ont pas envie d'aller voir en fait. Oh non. C'est triste. Et du coup, en cherchant sur internet comment faire pour avoir du trafic, des visiteurs sur un blog, je suis tombé sur des gens qui parlaient d'entrepreneuriat, d'infoprenariat, de créer des formations en ligne, de faire de l'affiliation, d'articles sponsorisés, tout ça. Donc mon blog est devenu très rapidement mon entreprise en fait. Et j'ai créé une entreprise autour de ça. En fait, t'es un enfant de la génération 2.0 qui finalement... sur Internet, on apprend à tout faire et on fait Bien tout. Sûr. Carrément. Et en fait, le fait d'être journaliste, ça m'a énormément aidé parce que quand j'ai découvert ces gens qui faisaient des formations en ligne, qui t'apprenaient à gagner de l'argent sur Internet, tout ça, plutôt que de le voir comme avec l'œil de quelqu'un de lambda, entre guillemets, en disant ouais, mais c'est forcément une arnaque, c'est n'importe quoi, je me suis dit ok, tiens, ça peut être un bon sujet de reportage ou un bon sujet d'article de presse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un séminaire qui avait lieu à Barcelone à cette époque, de gens qui se regroupaient. Je crois que ça coûtait un truc comme 1000 ou 2000 € pour assister à ce séminaire. Moi, je trouvais ça assez délirant. Je me suis dit, ok, je vais proposer à un magazine, à un journal économique, à des journaux économiques, de faire des sujets sur ça. Parce que c'est une nouvelle économie, une économie du web, etc. Je me suis fait accréditer sur l'événement. Je suis allé à Barcelone pour couvrir cet événement en tant que photographe de presse, pour voir un peu comment ça se passait. Et une fois que je suis arrivé là, j'ai rencontré des formateurs, j'ai parlé à des gens et en fait, je suis devenu presque participant au séminaire parce que j'écoutais ce qu'ils disaient, etc. Et comme ça, de fil en aiguille, tu rencontres une personne, 2 personnes, 10 personnes. Et après, je suis rentré dans ce milieu-là et je suis devenu moi-même formateur, etc. En gros, t'es allé là où ça t'intéresse en fait. Ouais, là, pas forcément là où ça m'intéresse, mais là où ça m'interpelle. C'est-à-dire que quand tu es journaliste, tu es censé te dire c'est bizarre et pourquoi ? Temps de poser des questions, comme un gamin qui aurait envie de savoir, qui serait curieux, tu vois, qui suivrait un petit papillon et qui dirait ah attends c'est bizarre, il va où, je le suis. Et en fait c'est ça le concept de ce boulot, c'est d'être curieux. C'est pour ça qu'au début j'ai commencé en disant curieux. Si t'es pas curieux dans le journalisme, mais même dans la photographie en général, si t'es pas curieux, c'est mort, laisse tomber, tu vois. T'es obligé de te demander pourquoi, de te questionner, de questionner les autres, essayer de comprendre comment ça marche. Parce que derrière, il va falloir que tu l'expliques aux autres.
C'est pour ça que la formation, c'est la suite logique du journalisme pour moi. Tu vois, c'est une façon de... Quand tu es journaliste, tu t'adresses à un public le plus large possible pour apporter une information, les aider à faire des bons choix parfois, comprendre comment fonctionne le monde. Et quand tu fais une formation, tu apprends aux gens un savoir particulier, une compétence particulière. Et donc du coup, ça demande de la pédagogie, ça demande un peu de marketing, ça demande de la curiosité. Est-ce que tu es quelqu'un de patient? Pas tout le temps, non. Et en formation, non, c'est pas ça la question. J'ai posé la question par rapport à justement ce que tu viens de dire, la pédagogie, mais aussi la vision de ton métier, parce qu'il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on connaît pas au départ, on se casse la figure, mais on expérimente, et l'expérimentation souvent peut être longue, ça prend du temps, il faut être patient. C'est quoi? Comment on fait pour... Surtout si on n'est pas patient à la base. Il y a des gens qui sont patients à la base. Moi, je suis quelqu'un de très patient, mais c'est parce que aussi, à la base, je suis lente. Mais comment font les gens, comme toi, a priori, quand tu es impatient comme ça, et puis en fait, à un moment, tu te rends compte que pour ton entreprise, pour ton bien, pour ton business, pour ton activité professionnelle et tout ça, bah, il faut de la patience, il faut que... En fait, tu as répondu à ta question. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu vois, on sort tous d'une période où on était obligé de rester chez nous pendant 2 mois. Bah, tu es impatient, tu as envie d'aller dehors, mais tu n'as pas le choix. Donc, tu n'as pas le choix. Oui, mais oui, enfin... En fait, là, c'était un peu extrême. Ouais, mais en même temps, et moi je vois ça comme... moi je suis extrême dans ma vie sur plein de domaines en fait. C'est-à-dire que si tu considères que c'est pas important pour toi de monter une entreprise et de trouver des clients et de te former pour y arriver, c'est que c'est pas important pour toi en fait. Et non mais c'est vrai. Si, en fait, ça s'appelle la sélection naturelle, tu vois, ça a l'air un peu cynique dit comme ça, mais quand tu es journaliste, quand tu es en école de journalisme, il y a rapidement, on te file une caméra ou un micro ou un appareil photo, ce que tu veux, on te dit va récupérer l'interview de machin hein, qui est noyé dans une affaire sordide et tout, qui a forcément pas envie de parler aux journalistes, mais toi ton objectif c'est de ramener sa photo et son témoignage. Tu vas voir le mec va dire non. Tu vas revenir voir ta rédac et il va dire bah il a dit non. Je dis bah on s'en fout qu'il ait dit non. Tu y retournes et tu trouves un moyen qu'ils disent oui. Et en fait c'est ça. Et quand tu es entrepreneur, tu le sais, tu as une entreprise, tu passes tes journées à résoudre des problèmes, à gérer des gens pénibles, Moi je passe mes journées à kiffer, hein, c'est pas pareil. Oui, hein. mais bien sûr, mais il y a ça. Mais en fait, parce que tu as réussi à transformer ça en kiff quelque part. Mais il y a plein de gens, ce que toi tu trouves kiffant, eux ils trouvent ça emmerdant. Et toi, quand tu es entrepreneur, tu arrives à comprendre que c'est important pour toi et tu transformes ça en quelque chose que tu as envie de faire et tu deviens passionné, en fait. Donc, tu vois, la patience, tu apprends à être patient, mais tu apprends à tout. Tu apprends la photo, tu apprends à écrire, tu apprends à être patient. Et parfois, l'impatience aussi est une très bonne chose parce que ça te permet d'avancer. Ça t'évite de procrastiner, ça t'évite de remettre les choses au lendemain, à te dire non, mais il me faut du temps pour assimiler ça. Non. Tu vois, moi, quand je fais des formations, tu l'as vu quand on avait fait une formation chez toi, à la fin, je dis tout la même chose. Je dis là, il y a beaucoup de choses, vous avez appris plein de trucs, ok. Vous dites surtout pas qu'il faut prendre le temps de tout assimiler, tout comprendre, dormir sur ça. Non, agissez, faites un truc. T'as pas besoin de commencer par tout à la fois, mais commence par un truc, tu vas voir que ça va s'actionner. Si tu te dis, il faut être patient, j'ai le temps, il faut prendre le temps de machin, non. Il faut prendre le temps sur le temps long, comprendre que ça se joue sur le temps long. Le journalisme, pour moi, je le vois comme un marathon, comme une partie de poker où tu mets de l'argent et des fois tu gagnes, des fois tu perds. Ça se joue sur le long terme, sur le long jeu. Mais c'est des petites actions qui font que tu perds jamais ton temps en fait. Tu vois, tu dois toujours jouer sur cette impatience. Il y a Sue Bryce qui disait, je rebondis sur ton marathon, justement, Sue Bryce qui est une de mes mentors en photographie, en business, etc., qui dit le business en fait c'est pas un sprint, c'est un marathon. Carrément. C'est vrai que c'est l'impatience à long terme. Mais ça fait combien d'années en fait que tu es entrepreneur, on va dire, sans parler de l'idée du journalisme, mais que tu... J'ai monté ma boîte, la boîte actuelle, elle date de 2017, donc c'est assez récent. Je suis dans le 3e ou 4e exercice. Et avant, j'étais pas, en fait, entrepreneur. J'ai été entrepreneur avant, j'ai bien compris ça en 2014-2015, on va dire.
Donc on va dire que là on est en 2020, ça fait à peu près 6 ans que photojournaliste c'est ton métier, que tu fais ça, que tu développes, que tu avances. Ouais, j'ai même etc. commencé avant, parce qu'en fait j'ai commencé à travailler pour des groupes de presse en 2011-2012, donc ça fait un peu plus. Ok. Mais je travaillais en même temps que mes études, tu vois, je suis sorti de mon diplôme, je l'ai eu en 2013. Et après j'ai continué à piger pour à piger, ça veut dire être pigiste, donc faire des piges, pour différentes agences et différents magazines, ouais, à peu près à ce moment-là. Et après, là, j'ai commencé à me renseigner sur le blogging, l'infoprenariat, etc. Plus 2014-2015, ouais, 5 ans. Ouais. Je vais te poser 2 questions auxquelles je tiens. Et on va essayer, on sera dans les temps si on arrive à répondre bien. 2 questions, je vais te les dire, tu réponds dans l'ordre dans lequel tu veux. Qu'est-ce que, avec le recul de toutes ces années dans lesquelles tu as évolué, tu t'es cassé la figure, tu as appris des choses, certaines par hasard, d'autres parce que tu les as cherchées, etc. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé? Ou alors, dans la même chose, dans la même veine, qu'est-ce que tu dirais maintenant à ceux qui sont au début en fait de leur aventure entrepreneuriale, pas forcément photojournaliste, mais d'une manière générale en tant que photographe entrepreneur, Ouais. quel que soit le choix. Et la deuxième question que je voulais te poser, justement maintenant, quelle est ta définition du succès? Est-ce que tu te considères successful ou en gros, quand est-ce que tu seras? Ok. Le truc que j'aurais aimé, comme disent, et là où j'ai perdu du temps justement, c'est de faire confiance aux gens qui ont une expertise en fait. J'ai croisé pas mal de gens qui proposaient leur expertise en vendant des formations, des coachings, ce genre de choses. Et j'ai jamais, au début, j'ai pas voulu investir, j'avais peur, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais fait un cred pour payer tous mes frais de scolarité, etc. Mon matos, etc. Et chaque fois, je repoussais. Quand on m'avait dit achète un flash, c'est important un flash quand tu fais de la manif, quand tu fais du mariage coup. Je voulais économiser les 200-300 euros de flash pour pas le faire. Et à chaque fois, je me faisais. Le jour où j'ai fait un reportage tout pourri parce qu'il manquait ça, j'ai su qu'il fallait le faire. Donc la notion d'investissement, je l'ai appris trop tardivement quand j'ai découvert l'entrepreneuriat. Donc ça, j'aurais voulu qu'on me l'apprenne plus tôt. Donc investir sur son business, ouais, dans sur tous les son niveaux, soi, à savoir voilà, son savoir, ses ouais. compétences, mais aussi son matos, tout ce que tu as besoin, quoi. Je veux dire, si tu ouvres un restaurant mais que t'as pas envie de payer des serveurs ou un cuistot, ça marchera pas, quoi. Ou que t'as pas envie de payer une déco qui est attrayante, ben t'auras fait des économies, mais t'auras pas investi, quoi. Donc la notion d'investissement, on l'a pas appris. J'ai dû l'apprendre relativement tard. Ensuite, la définition du succès. Pour moi, le succès, c'est d'arriver à faire ce que tu as envie de faire. Donc, c'est déjà être capable de se fixer des objectifs, ce que aussi j'ai du mal à comprendre au départ, mais se fixer des objectifs et les atteindre. C'est pas et ça, le succès évolue en fait en fonction de ce que tu attends de la vie, quoi. Là, pour moi, le succès aujourd'hui, en 2020, c'est de pouvoir être sécurisé financièrement, ne pas avoir à réfléchir quand je paye quelque chose, de ne pas regarder les prix de certaines choses, de pouvoir faire ce que j'ai envie, parce que derrière j'ai des sources de revenus qui fonctionnent en fait, parce que ma société fonctionne, parce que j'ai compris certaines choses, et d'être capable aussi de gagner du temps sur les reportages, parce que j'ai mis au point des méthodes, des process de travail qui fonctionnent bien, pour moi, pour d'autres personnes, et d'être toujours dans cette logique d'amélioration. C'est pour ça que j'ai pas de définition de succès en termes d'argent ou autre chose, parce qu'au final, j'ai des objectifs financiers à 3 mois. Je travaille sur des plans de 90 jours dans ma boîte en termes de productivité, mais j'ai des objectifs qui forcément vont s'améliorer. Et pour moi, le succès ne vient pas forcément avec l'argent, mais juste le fait de dire, voilà, je vise tel chiffre d'affaires prévisionnel. Si je l'atteins, c'est un succès. Et ce chiffre d'affaires va progresser. Mais c'est plus comme c'est du scoring, c'est des points, quoi. C'est des bons points que je gagne. Je fais la photo parce que c'est très drôle, je vous la mettrai à la fin. Attends. C'est vrai que c'est drôle parce qu'on est loin l'un de l'autre là. On est face à face.
Fred, merci. J'adore t'écouter parler de tout ça. Est-ce que brièvement tu peux nous dire, alors bien entendu je vais mettre tous les liens et je vais partager aussi, je sais que j'ai ton accord, une vidéo que tu as faite sur les valeurs, la charte. Sur l'éthique et la déontologie des journalistes. Du photojournalisme, elle est un peu longue la vidéo, donc je voulais pas la mettre maintenant pendant l'interview, mais elle est super. Comme ça, vous aurez la confirmation aussi un petit peu officielle, on va dire, de tout ça. Et dis-nous brièvement, donc, fred-marie, je crois.com, ouais, destinationreportage.com. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y a plein d'autres choses. Là, pour ton audience, le plus intéressant, ça va être le blog qui s'appelle photographe-stratège.com, photographe-stratège.com. Mais en tapant Fred Marie sur Google, vous allez trouver rapidement. C'est un blog qui donne des conseils pour les photographes professionnels pour s'améliorer en termes de marketing, de stratégie d'entreprise, de productivité, de photojournalisme, plein de choses. Et sur ce blog, je répertorie tous les contenus que je fais. Donc, il y a les vidéos sur YouTube, il y a les podcasts sur iTunes, SoundCloud, etc. Et voilà. Il y a des formations là-dedans? Et il y a des formations aussi, des formations en ligne. Il y a la formation, il y aura le lien de la formation qu'on a fait ensemble aussi dans le cadre de Portrait au paysage. Voilà, il y a pas mal de choses disponibles. Ok, donc fred-marie.com, destinationreportage.com, photographe-stratège.com. Voilà. Tout ça, on le trouve aussi sur YouTube. Ouais. Il y a un podcast Photographe 2.0 ouais. qui est vraiment super. Enfin, il y a tout dedans. Il y a cette super interview de Milena Perdriel dessus aussi qui est excellente. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, même si on sait que les photographes artisans ne sont pas spécialement intéressés par ça, et encore, on ne sait jamais. Le collectif DR. Ouais, c'est une agence de photographes spécialisée dans le reportage que j'ai montée il y a 1 an. Et l'idée, c'est d'accueillir des photographes qui sont spécialisés dans d'autres thématiques que la presse, mais qui vont pour leur apprendre, pour les accompagner, leur fournir des formations, d'accompagnement personnalisé et des outils de diffusion d'images, donc Pixpalace, entre autres, pour diffuser leurs photos à la presse. Donc c'est un collectif qui est entre le collectif et l'agence de presse. On a les 2 volets. On a même créé notre propre galerie d'art aussi pour se lancer sur ce marché-là. On va aussi se lancer sur la vidéo, sur plein de trucs. Ouais. C'est du boulot. Il y a un gros chantier. Impressionnant. Génial. Et en dernier petit clin d'œil pour cette première édition de Work and Pop 2020, tu es un de nos 20 formateurs. Peux-tu nous rappeler ton sujet? On va parler de photojournalisme. Ouais, on va voir ensemble un petit peu les codes de la presse pour vous proposer de... Voilà, si jamais vous avez une idée de reportage, vous dites ça pourrait être intéressant dans un journal. C'est pas aussi simple que ça, il y a toute une démarche avant, une méthodologie, donc je vais en partager une. Il y en a plein d'autres. Là, il y en a une qui fonctionne plutôt pas mal, qui marche pour un peu tous les niveaux, quoi. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir fait une école de journalisme. Moi, je prends ce que j'ai appris en école de journalisme pendant 2 ans et je vous le condense dans un format plus digeste. Ok. Donc, si on a une idée particulière, soit à réaliser, tu aideras les gens qui, comme moi, en fait, se disent « Putain, la presse, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche ?» C'est ça. Il faut comprendre le marché sur lequel on veut se lancer avant de proposer quelque chose. Et on ne peut pas inventer les choses, on ne peut pas les imaginer. Il faut demander aux autres comment ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Tu vois. Donc, c'est important de le faire. Alors, je vais dire en off parce que je suis sympa. Un des premiers conseils en fait, que vous allez entendre de Fred, c'est aller acheter des magazines dans les kiosques si vous voulez voir votre sujet publié dans la presse. Bah ouais. Eh ouais. Bon, Fred, merci beaucoup. Merci à toi. C'était top. L'article sera publié très très bientôt. Enfin, l'article, tout ça. Ouais. Très bonne journée. Et à bientôt. Ciao, ciao.